La vague macroniste a donc tout submergé pour le premier tour des législatives. Cela pose-t-il un problème démocratique, comme le disent en chœur ce soir les responsables de gauche comme de droite? Cette hégémonie porte-t-elle le germe d'une opposition qui se jouerait du coup dans la rue? Le second tour permettra-t-il aux partis traditionnels de limiter la casse? Toutes ces questions, eh bien, on va les poser ce soir à nos invités. Jérôme Sattmary, bonsoir. Vous êtes spécialiste de l'opinion, président de Pollingvox. Thomas Guénolé, bonsoir. Vous êtes politologue et auteur de cet ouvrage, Le petit guide du mensonge politique. Du mensonge en politique, je ne sais pas si c'est vraiment très différent, chez Fayard. Jean-Sébastien Ferjou, bonsoir, éditorialiste et fondateur et directeur du site d'info atlantico.fr. Alors à droite comme à gauche, vous le disiez, l'argument était un peu le même partout aujourd'hui. La vague macroniste menace la démocratie. Deux façons de regarder les résultats pour bien comprendre cet argument. On va regarder d'abord les résultats en pourcentage des votes. C'est ce qu'on fait toujours au lendemain de l'élection. Normalement, on devrait s'en tenir là. La République En Marche, 32,3%, LR-UDI, 21,5%, le Front National, 13,2%, France Insoumise 11%, le PS et ses alliés 9,5%. Mais comme l'abstention très haute a amplifié ce qu'un trader pourrait appeler un effet de levier, voilà ce que ça donne. Si on regarde en pourcentage des inscrits, c'est vrai que ça peut interroger. On intègre l'abstention et il reste pour la République En Marche, grosso modo, 15% de représentativité sur le corps électoral, tout simplement. 15% donc qui se transforme ainsi dans l'Assemblée nationale future, en tout cas en termes de projection potentielle. Et vous allez comprendre que cet effet de levier, si on peut voir la planche suivante, c'est la projection en siège. Et vous allez comprendre donc que eh bien, cet effet de levier-là, comme on dit toujours dans les milieux des traders, c'est une fusion-acquisition particulièrement réussie. Voilà, ça pose un problème, ça, ce qu'on vient de voir là, Thomas Guénolé. Oui, enfin c'est l'évidence, il n'y a même pas matière à débat. Quand vous pesez 32% des voix au premier tour, ce qui est le cas du bloc macroniste, et que vous vous retrouvez derrière avec 70% ou même plus de 70% des sièges, et que pendant ce temps-là, vous avez le Front National, par exemple, qui a fait 13% des voix au premier tour législatif, et qui se retrouverait derrière avec peut-être 1% des sièges, grand maximum. Mais c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale, c'est censé être la représentation nationale. Donc on ne demande pas une représentativité exacte des courants politiques, mais quand même un minimum. Sinon, on n'est pas dans une démocratie parlementaire en bonne santé, on est plutôt dans une démocratie parlementaire d'opérette. Donc là-dessus, on a un simulacre de représentation des courants politiques à l'Assemblée, mais la fonction réelle de représentation à peu près équitable, pas exactement équitable, mais à peu près équitable des courants politiques du pays, ce qui est une des fonctions fondamentales de l'Assemblée, cette fonction n'est pas assurée. Donc, quand on parle de dose de proportionnelle, ça me paraît indispensable pour quand même rétablir un peu d'équité. Il y a un modèle simple à copier en la matière, qu'on cite souvent sur d'autres sujets, plutôt économiques, c'est le modèle allemand. Ils ont au Bundestag la moitié des députés qui sont élus dans des circonscriptions comme nous actuellement, et l'autre moitié est élue à la proportionnelle. Et quand vous faites comme ça, vous vous retrouvez avec quand même un mélange qui permet à la fois d'avoir la gouvernabilité, c'est-à-dire que c'est pas la foire, et en même temps une représentation tout de même décente des différents courants d'opinion qui ne gagnent pas les élections. Jérôme Sattmary, c'est la démonstration qu'il est peut-être temps de changer de mode de scrutin ou de le modifier? Non, je ne suis pas persuadé. Moi, je trouve pas ça dramatique, sincèrement, dans la mesure où le Parlement a un rôle très limité, surtout quand la majorité, sauf quand la majorité ne correspond pas à l'étiquette politique du président, sauf quand on est en cohabitation. Sinon, le fait de savoir si on a 289, donc la majorité absolue, députés, ou bien 350 ou 400, ou pourquoi pas 450, n'a pas d'importance réelle. D'autant plus que là, le tableau est presque trop optimiste. D'une part, au niveau du vote, il faut rappeler qu'il y a 11% des personnes qui ne sont pas inscrites et que par ailleurs, il y a 2% de vote blanc et nul. Donc on pourrait avoir sur le score, en réalité, par rapport au corps électoral théorique, on pourrait avoir un score plus limité d'En Marche. Et inversement, dans sa représentation parlementaire, on pourrait même aller plus loin, parce que ce qui se prépare, c'est d'avoir un énorme groupe En Marche, mais avec peut-être des groupes satellisés, vous voyez, avec des républicains constructifs, de l'UDI, du MoDem, et puis pourquoi pas des socialos compatibles. Donc on aura une forme de gigantesque, c'est pas un parti unique, parce que les choses sont réversibles, mais enfin, avec une homogénéisation incroyable de la représentation parlementaire, ça évitera à la population de se faire trop d'illusions sur ce niveau de la représentation politique. Au fond, on va gagner du temps. Jean-Sébastien Ferjou, sur cette question-là, qui semble être l'argument des LR, du Front National, du Parti Socialiste ce soir?
Qu'on l'utilise comme un argument théorique, comme l'a fait Thomas Guénolé, pourquoi pas, même si je pense que quand bien même il y aurait 40 députés Front National plutôt que 10 à l'Assemblée, ça ne changerait strictement rien à la manière dont les lois sont votées dans le pays. Vu les pouvoirs qu'on donne à nos députés, je ne suis pas certain que ça permettrait non plus que la mission de contrôle de l'exécutif soit mieux remplie qu'elle ne l'est à l'heure actuelle. C'est une réflexion beaucoup plus vaste que celle-là qu'il faudrait avoir. Et puis pour le coup, autant je comprends le débat et je peux entendre les arguments de Thomas Guénolé, autant je trouve qu'ils sont un peu ridicules dans la bouche des responsables politiques, parce qu'ils ont quand même largement perdu. La réalité, c'est que bien sûr, la République En Marche ne représente que 15% des inscrits, mais enfin, eux, combien représentent-ils? Donc c'est aussi abrupt que ça. Les gens qui s'abstiennent le font en conscience. Maintenant, la légitimité démocratique et juridique de la majorité d'Emmanuel Macron, elle est présente. Il aura, en revanche, incontestablement un problème politique. Et c'est vrai que sur le terrain de la logique politique, quand il n'y a pas d'opposition qui peut s'exprimer dans le champ des institutions, on peut craindre, et surtout quand l'alternance paraît impossible, parce que là c'est un peu la situation ressemble à ça. Il va falloir voir le temps que ça dure, mais on a l'impression qu'ils ont retrouvé la recette magique pour échapper à la pesanteur, aux lois naturelles de l'attraction. Pas de frondeur pendant 5 ans, quoi. C'est ça que ça nous dit, quoi. Ce qui peut menacer dans ce genre de situation-là, c'est ce qui a pu menacer l'Italie ou l'Allemagne. Quand les systèmes politiques paraissent bloqués, c'est là où il peut y avoir une infime minorité de gens qui virent à la violence. C'est ça qui avait amené les fractions armées rouges, la bande Abadère, etc. C'est d'ailleurs ça qu'avait redouté le gouvernement au moment de Tarnac. Souvenez-vous-en, ça paraît un peu étrange vu de maintenant. C'est pour ça qu'il faudra voir combien de temps dure cette situation. Mais au moment de Tarnac, vous savez, ces activistes d'extrême gauche qui avaient essayé de piéger une voie ferrée du temps du quinquennat Sarkozy, Michel Alliot-Marie notamment, avait commencé à se poser la question: et si le fait que la droite paraisse promise à gagner toutes les élections n'allait pas générer un mouvement de violence politique? C'était un vrai risque, ça, Jérôme Sainte-Marie, que l'opposition se déplace dans la rue de manière un peu plus violente éventuellement? Presque au-delà de la rue. Je n'ai pas du tout la même lecture de l'affaire de Tarnac que M. Ferjou. Restons sur ce qui s'est passé hier soir, si vous voulez bien. Je pense qu'il y a une instrumentalisation des deux côtés. En réalité, il y a un excellent bouquin qui s'appelle Magasin Général là-dessus. Mais il s'était posé cette question. Mais je rejoins entièrement M. Ferjou sur le fait qu'on est proche. C'est un exemple que j'avais en tête également de l'Italie et de l'Allemagne des années 60-70, qui avait vu l'apparition d'une ce qu'on appelait l'opposition extra-parlementaire. C'est-à-dire pour des raisons convergentes, ces deux systèmes, avec des modalités différentes, ces deux systèmes étaient bloqués, et l'opposition, notamment d'une bonne partie du monde ouvrier et du monde étudiant, n'avait aucune représentation politique. Et donc ça aboutit à des formes extra-parlementaires de l'expression politique, donc dans la rue, avec parfois une forme de violence, et ça on en sort soit dramatiquement, comme essentiellement en Italie, soit de manière, après un petit épisode dramatique en Allemagne, avec l'apparition d'une nouvelle formation. Mais c'est vrai que là, on a quand même cette situation très vertigineuse d'une représentation politique qui n'a plus qui a peu de choses à voir avec l'état réel de l'opinion publique. C'est pas uniquement le problème du Parlement, c'est le fait que depuis le premier tour de l'élection présidentielle, depuis les 24% d'Emmanuel Macron, on est rentré dans un engrenage multiplicateur qui aboutit à cette chambre introuvable. Ou peut-être aussi un effet de mimétisme derrière, et si la France s'était mise en marche avec des voies alternatives de prise de parole, justement. Est-ce que c'est pas ça, éventuellement, qui peut se produire aussi? C'est-à-dire que finalement, chacun va se mettre en marche à sa manière, pas forcément derrière Emmanuel Macron, avec ses réseaux sociaux, avec son réseau à lui. Est-ce que c'est quelque chose que vous imaginez, ça, auquel vous avez réfléchi? Là-dessus, je reprends l'expression de chambre introuvable, qui fait référence en réalité à la Restauration. À l'époque, Louis XVIII s'était retrouvé avec un Parlement qui était à une majorité écrasante, 350 monarchiste. sur 400. Et c'était tellement écrasant que lui-même avait qualifié cette chambre de introuvable, c'est-à-dire excessive. Et il s'est retrouvé, c'est de là que vient l'expression, d'ailleurs, je crois, il s'est retrouvé avec une chambre plus royaliste que le roi, c'est-à-dire qui allait plus loin que lui dans ses souhaits en matière de monarchisme. Et il en est arrivé au stade où il a décidé, c'était un acte de grande sagesse politique, je pense, il en était arrivé à décider, ok, ça va beaucoup trop loin, cette assemblée est trop déconnectée de l'état réel politique du pays, je vais donc dissoudre cette chambre qui m'adore pour arriver à une majorité plus raisonnable, ce qui s'est effectivement produit. Là où je veux en venir là-dessus, c'est qu'à l'heure actuelle, on s'oriente vers effectivement une majorité manifestement écrasante d'un bloc qu'on pourrait qualifier de libéral progressiste,
Et le seul groupe véritablement substantiel en face, ce serait les libéraux conservateurs. Et donc, à l'intérieur de l'Assemblée institutionnelle, vous vous retrouvez avec un dialogue entre ces deux-là, alors qu'en réalité, l'état du paysage politique, c'est la quadripolarisation. Bloc Macron, bloc Mélenchon, bloc Le Pen et bloc de droite. Et donc, les formes alternatives qu'on peut avoir, ça a été cité, ça a été beaucoup évoqué dans le cadre du Code du travail, sans doute des mobilisations en lien avec les luttes sociales, etc., en tout cas du côté de la France insoumise. Je pense que le Front National va surtout s'occuper de ces confrontations en interne. Et puis alors, il y a un élément, je peux me tromper, mais j'ai l'impression que, vu les cartons d'audience de la chaîne YouTube de Jean-Luc Mélenchon pendant la campagne et leur stratégie de contournement des médias mainstream, je me demande s'ils ne vont pas essayer en réalité de créer un multimédia alternatif à eux sur une ligne éditoriale qui corresponde à leur vision de la gauche. Et donc leur réponse ne serait pas l'activisme ou l'agite-propre ou quoi que ce soit, ce serait de créer finalement un contre-média complet. Moi, je m'attends plus à ça. Au moment où on prend des décisions, on peut toujours avoir toutes les chaînes YouTube qu'on veut. C'est quand même un gouvernement qui prend des décisions. C'est pas à Atlantico que je vais apprendre que la bataille des idées, c'est important. Bien sûr, mais enfin la bataille des idées, elle est certainement très importante. Ça n'empêche pas que la France insoumise a perdu quasiment 2/3 des voix au premier tour des législatives. Si on regarde le score obtenu par Jean-Luc Mélenchon, non, les scores d'Emmanuel Macron se sont à peu près maintenus en nombre de voix par rapport au premier tour. Donc le Front National et la France Insoumise ont vraiment, et d'ailleurs assez largement les autres aussi, mais le Parti Socialiste était déjà réglé, mais la droite, ils ont tous fait une très mauvaise campagne aux législatives, et d'une certaine manière presque plus qu'une majorité politique, ce qui se dégage à l'heure actuelle, parce qu'on n'en dessine pas bien les contours. Vous parliez de libéral progressiste, c'est vraiment à très grande ligne, parce qu'on voit bien qu'il va y avoir des tensions. Dans le 18e arrondissement, on se rend compte que déjà, Édouard Philippe, le Premier ministre, soutient Pierre-Yves Bournazel, qui était le candidat des Républicains, et qu'Emmanuel Macron a plutôt l'air de soutenir Myriam El Khomri. Donc, c'est ce qu'elle dit en tout cas. C'est quand même le même programme économique. Je suis d'accord, mais là où je voulais en venir, c'est qu'il y a un autre aspect qui est peut-être inquiétant aussi pour la démocratie française, c'est que c'est une majorité sociologique. Ce sont des gens qui en fait ont tous voté ensemble parce qu'ils ont le même intérêt social. Ce sont principalement plutôt... Pour vous, en fait, c'est très homogène, mais sociologiquement. Plutôt des personnes aisées. Oui, mais c'est ça, c'est une majorité sociologique. C'est-à-dire qu'il y a une France qui a un intérêt à ce que cette vision-là des choses, qui est plutôt la vision de la haute fonction publique française, de la technostructure française, c'est ça Emmanuel Macron. C'est mettre un côté sexy sur la pensée de la technocratie française. Et bien ça correspond aux intérêts d'une certaine catégorie sociale, et les autres finalement se sont résignés et se sont retirés du champ politique. Est-ce que ça se voit, ça, dans les abstentionnistes d'hier? La France populaire, j'allais dire, ne s'est pas déplacée aux urnes? Oui, c'est ce qui explique essentiellement, au-delà des épisodes particuliers, les très mauvais scores du Front National, mais également effectivement la décrue très forte de France Insoumise par rapport au score de Jean-Luc Mélenchon. C'est que tous les deux avaient réussi à convaincre des catégories sociologiques relativement modestes et à convaincre les jeunes. Et c'est justement le succès de Jean-Luc Mélenchon parmi ces catégories populaires et parmi les jeunes qui a fait que la décrue est très forte pour les législatives. Ce sont des catégories qui sont plus abstentionnistes que les autres et qui se mobilisent largement toujours pour la présidentielle. On est toujours à peu près à 80% de participation et qui se mobilisent de moins en moins pour les autres élections. Et là, on a ce record d'abstention. On a 30% de moins, 30 points de moins aux législatives. Ça atteint très fortement, effectivement, ceux qui représentent les catégories populaires. Inversement, on se rend compte que les Républicains maintiennent le score de François Fillon, que les socialistes font même un peu mieux que le score de Benoît Hamon, parce qu'eux, ils ont une sociologie soit bourgeoise, soit relativement bourgeoise. Et Emmanuel Macron, je suis désolé de le redire, mais une sociologie qui est assez bourgeoise, et surtout, autre variable importante. Donc c'est l'Assemblée bourgeoise qui va sortir dimanche prochain. C'est ça que vous dites, c'est l'Assemblée bourgeoise. C'est tellement contraire à sa communication que c'est presque un crime de lèse-majesté. Le fait que moins on est jeune, moins on est jeune, et plus on vote pour Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, c'est un candidat, enfin c'est un président incroyablement jeune, etc., entouré de jeunes, mais ce ne sont pas les jeunes. C'est le renouveau tel que se l'imaginent les vieux. Ce ne sont pas les jeunes qui votent pour lui. Plus on est âgé et plus on vote pour Emmanuel Macron. En termes d'image, c'est pas génial, mais par contre, en termes d'efficacité électorale, c'est formidable. Et c'est pour ça qu'on aboutit à cette chambre introuvable, après le fait qu'on a eu ce vote aux législatives au premier tour. S'il se confirme au second tour, pour simplifier à l'extrême, ça sera la France d'en haut qui aura voté pour gouverner la France d'en bas. Un mot là-dessus, et puis ensuite, j'ai quelque chose à vous présenter sur l'abstention. Oui, je pense qu'il y a un danger pour le système politique et économique tel qu'il existe, inhérent à la démarche d'Emmanuel Macron. Parce que qu'est-ce qu'il porte ? Il porte la création d'un grand bloc central, énorme, de fusion de toutes les forces pro-mondialisation. La mondialisation sous sa forme actuelle en tout cas. Et
Qu'est-ce qui reste comme offre explicitement anti-système? Parce que la droite, LR, ils sont très très embêtés pour trouver comment se distinguer. Il reste l'anti-système xénophobe, ça donne FN, et l'anti-système altermondialiste, ça donne la France insoumise. Et donc moi je pose une question à moyen terme. Si dans les années immédiatement qui s'annoncent, on est mécontent du programme économique du grand bloc central, on peut voter pour quoi? Il reste Le Pen et Mélenchon. Et donc pour moi là-dessus, il y a le grand parti unique central, en tout cas sur l'offre pro-mondialisation, il porte en lui-même le risque de flamber de l'antisystème qu'il craint pourtant. Thomas, je pense que ce que vous décrivez, effectivement, si en tant que politologue vous regardez l'offre politique incarnée par Emmanuel Macron, on peut la décrire comme vous l'avez fait, justement, ces forces pro-mondialisation, mais je pense que dans l'adhésion des Français, ça ne va, pour une partie d'entre eux en tout cas, même pas chercher aussi loin. C'est simplement une demande d'efficacité. C'est tous les autres ont fait la preuve de leur inefficacité, et donc qu'est-ce qu'on risque à essayer celui-là? Mais ça s'arrête à ça. Vous disiez tout à l'heure que c'était un vote de classe, donc je ne comprends pas. Ça veut bien dire qu'il y a des intérêts économiques qui sont en jeu et une adhésion à un programme économique sur le fond. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Non, on disait plutôt ceux qui justement vont voter. Oui, voilà, ceux qui ne vont pas voter, en l'occurrence, c'était les catégories populaires. Justement, des Français qui sont juste dans une demande d'autre chose et ils se disent les autres ont fait la preuve de leur inefficacité, voire de leur malhonnêteté. Qu'est-ce qu'on risque à essayer cela? On n'est pas certain qu'ils soient vraiment plus efficaces. On n'est pas franchement certain qu'ils soient profondément plus honnêtes. On a eu quelques exemples sous les yeux. Mais qu'est-ce qu'on risque? Il faut s'intéresser aux raisons de l'abstention parce que c'est le parti majoritaire au soir de ce premier tour. On a posé la question avec notre partenaire de l'IFOP pour CNews. Pourquoi n'êtes-vous pas allé voter dimanche? Regardez les réponses qui ont été faites. En premier lieu, d'abord les élections, elles ne changeront rien à mon cas personnel, 28%. Je ne connais pas les candidats, 24%. Ça fait quand même un quart des réponses. Mécontentement à l'égard des partis politiques, 21%. On est toujours assez haut. La campagne ne vous a pas intéressé, 17%. J'étais absent, tout simplement, 17%. Bon, aucun candidat ne défend vos idées. Après, on est peut-être dans quelque chose d'un peu plus classique. Ces réponses-là, Jérôme Satte-Marie, parce qu'à chaque fois on pose la question, est-ce qu'elles vous paraissent de nature à avoir évolué par rapport au scrutin précédent? Est-ce qu'on est là sur une exacerbation, j'allais dire, de la désillusion politique? Oui, les Français ont eu l'impression que les jeux étaient faits dès le premier tour de la présidentielle. C'est-à-dire qu'on part de 24%, il ne faut jamais l'oublier, pour celui qui est désormais président de la République. Ensuite, vous avez aussi un autre aspect qui joue, c'est qu'une bonne partie des Français qui ne sont pas forcément très convaincus par Emmanuel Macron ont été amenés presque par obligation politique à voter pour Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle. Donc après, ça rend dans leur opposition à l'immédiat très difficile. Après, on arrive aux législatives où là, il est très difficile pour des Français de voter immédiatement pour une cohabitation, alors qu'une bonne partie ont voté pour Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle. Donc là, c'est une gymnastique qui devient terrible. Et on se retrouve dans la situation qu'on a déjà connu en réalité en 2002. En 2002, on a Jacques Chirac qui ne fait que 19,9% des suffrages exprimés au premier tour. Jacques Chirac n'a vraiment pas l'image d'Emmanuel Macron. On ne peut pas dire que ce soit exactement la figure du renouveau, de la probité et de la clarté. Et pourtant, aux législatives de 2002, on a, je crois, 365 députés de droite. On a une majorité UMP incroyable pour Jacques Chirac qui n'a fait que moins de 20% des suffrages exprimés. Quand on voit ça, on se rend compte que ce que l'on vit actuellement n'est pas spécialement nouveau. C'est qu'il est tout simplement, on a une logique un peu infernale qui est créée par deux choses. D'une part, l'inversion de calendrier qui a créé Jospin, c'est-à-dire effectivement le fait que le quinquennat avec présidentielle plus législative, et puis en plus le fait que la qualification du Front National tel qu'il est diabolisé actuellement rend le vote de second tour peu signifiant politiquement, et donc après il y a les effets en chaîne, ça s'accentue. Alors, et en plus, ce qui est amusant aujourd'hui, c'est qu'effectivement on parle d'une vague Macron pour les législatives, ce qui, d'un point de vue, si on raisonne non pas sur les pourcentages, mais et sur les effets politiques, mais si on raisonne sur les effectifs, c'est-à-dire c'est moins que 93 la vague en valeur absolue, RPR-UDF. En fait, toutes les forces reculent par rapport à la présidentielle, simplement certaines reculent plus que d'autres. Oui, c'est ça, c'est la démobilisation différenciée en fait. Mais pour en revenir brièvement à l'abstention, ce que je trouve intéressant dans le sondage que vous avez montré, c'est que finalement, on a trois grands profils. On a les grévistes. C'est ceux qui refusent d'aller voter parce que c'est en refusant d'aller voter, ils expriment un rejet catégorique du système qui fait qu'ils ne vont même pas physiquement se déplacer pour voter blanc. Donc ça, ce sont les grévistes électoraux. Après, vous avez un deuxième profil qui sont les résignés. C'est les à quoi bon, ou alors de toute façon c'est déjà plié depuis la présidentielle et qui donc restent chez eux parce qu'ils pensent que leur voix ne changera pas grand-chose. Il faudrait les prévenir que c'est une prophétie autoréalisatrice, c'est qu'effectivement, s'ils sont nombreux à pas venir, il n'y a rien qui change, c'est vrai. Et puis il y a les paresseux, c'est-à-dire la paresse civique, c'est-à-dire je peux pas, j'ai piscine. En gros, je résume. Et ce sont ces trois profils-là. Après, oui, je suis d'accord avec ça. C'est effectivement, on se retrouve dans une situation qui est bizarre et dans la, comment vous dire, finalement, c'est une grande vague
à l'échelle d'un océan de ruines, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une désaffection absolument c'est pas une vague, colossale. c'est une marée basse Oui, en c'est fait, ça. qui concerne... En fait, Emmanuel Macron C'est une marée et descendante. les forces qui le soutiennent gagnent les législatives, non pas parce qu'il y a une vague Macron, mais parce qu'il y a une moindre décrue pour eux dans un contexte où tout le monde Il ne baisse. faut pas sous-estimer aussi. Et pour conclure. On a beaucoup repris les mots employés par Jean-Luc Mélenchon, même s'ils sont assez déplaisants, avec le dégagisme. Mais je pense que là, il y a aussi une partie des électeurs de gauche et des électeurs de droite Qui ont joué, consciemment. bien sûr. C'est pas simplement que l'offre qui leur était faite. Ils ont utilisé les élections pour dégager tout le monde. Mais exactement, pour dire, mais cette génération de responsables politiques qui nous a menés là, on ne veut plus en entendre parler. Et pour partie, c'est pas le cas de tous les électeurs, bien sûr, mais je pense qu'il y a pu avoir, chez une partie des électeurs, notamment de droite, cette attitude-là. Merci à vous. Et pour savoir si cette vague sera ou pas atténuée dimanche prochain, on attendra les résultats. Merci à vous d'avoir participé à ce décryptage. On se retrouve pour le duel. À tout de suite.